Je suis donc Gilles Santacreux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc le webmaster du site boursicoté.com. Donc c'est moi qui fais toutes les analyses vidéo que vous pouvez voir sur le net tous les soirs normalement. Et puis donc nous avons un accord avec CMC Markets pour les clients qui donc débutent ou qui sont déjà un petit peu actifs sur les marchés pour avoir des petites sessions de coaching un petit peu personnalisées, sachant que le but d'un courtier, contrairement à ce qu'on voit à certains endroits, c'est pas forcément que vous perdiez votre capital, c'est que vous duriez le plus longtemps et que en fait dans la plupart des courtiers, je dirais, qui sont régulés et qui font partie de la bonne école, eh bien le but c'est que vous alliez le plus loin possible et si possible avec le plus de succès, et donc en faisant augmenter votre capital. Donc ça c'est important de le dire, puisque eh bien c'est pas toujours comme ça. Malheureusement, hein, dans le monde des courtiers, il y en a qui, on pourra parler de régulation une autre fois si vous voulez, mais il y en a qui parient quasiment sur la perte il y a un conflit d'intérêt entre le client et le courtier. Mais CMC Market ne fait pas partie de cela, et c'est aussi pour ça que nous avons monté un partenariat. Donc le but du webinaire de ce soir, c'est vraiment un webinaire personnalisé, donc où je vais vous demander un peu plus de participation que ce qu'on fait d'habitude. C'est surtout poser les bases du money management. Donc c'est surtout orienté pour les gens qui commencent un petit peu la bourse, mais sans avoir trop de repères sur les expositions, les stops à poser, comment en fait protéger son capital, éviter de faire des grosses pertes et donc de perdre son capital rapidement pour en fait voilà, c'est pour éviter les grosses erreurs en fait qui apparaissent et qui sont récurrentes chez la plupart des personnes donc qui font du trading. On en discutait donc avec Fabrice Coustet, qui est le directeur général du CMC France, et il me disait qu'il y avait énormément d'erreurs qui revenaient sur les comptes qui perdaient, et donc on est là pour essayer d'améliorer ça. Donc la plupart d'entre vous, donc vous êtes tous clients a priori chez CMC Markets, donc là, la plupart d'entre vous, il y a un problème qui arrive souvent, c'est que vous êtes, alors c'est deux problèmes mais qui sont en fait le même, c'est que vous êtes soit sous-capitalisé, soit surexposé. Alors, si on part du principe que l'exposition doit tenir compte de la capitalisation, c'est-à-dire la capitalisation, c'est le capital que vous avez sur votre compte CFD. En général, ce que vous ouvrez comme position, c'est des positions qui d'entrée, de par leur taille, vous font courir un risque au niveau du capital. Donc je vous rappelle au niveau du capital qu'il y a des bases, hein, donc ça avait été défini sur le webinaire du money management, enfin sur le précédent webinaire, donc Trader en tendance, où il y avait une partie sur money management. Il faut savoir définir son risque position, son risque portefeuille, et donc à chaque fois qu'on ouvre un trade, éviter de faire courir un risque à son portefeuille trop important. Donc la première chose que l'on va essayer de voir, alors ça va être très rapide, hein. Là on est sur une phase de coaching un petit peu personnalisée. Je vais vous montrer des principes que je montre à des gens que je coach régulièrement. Là c'est une séance d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on ne va pas pouvoir autant entrer dans les détails, surtout que vous êtes plusieurs, mais c'est des choses qui en général, quand je les exprime et quand elles sont respectées par les gens que je coach, normalement les pertes, en général les grandes pertes s'arrêtent très rapidement, donc les résultats sont quasiment immédiats. Il y a deux phases en trading. Il faut savoir déjà c'est minimiser ses pertes, hein, comme c'est marqué ici sur la page donc, du money management. Et ensuite, une fois qu'on arrive à minimiser ses pertes, une fois qu'on arrive à gérer ses positions, apprendre à gagner. C'est vraiment deux phases qui sont importantes. Apprendre à ne pas perdre, ça peut être assez rapide. Après, le fait de gagner, et le fait de gagner beaucoup notamment, ça peut être ça beaucoup plus long. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que si vous perdez beaucoup et qu'un jour vous n'avez plus du tout de
portefeuille, eh bien c'est le game over, hein, c'est-à-dire que autant avec une perte de 10%, il faut 11% pour revenir à l'équilibre de son capital. Si vous faites une perte de 50%, il faut faire 100% pour revenir, etc., etc. Si vous perdez 75%, il faut faire 300%. Donc si vous avez déjà du mal à gagner, faire 300%, c'est très difficile. Donc la première chose, pour en revenir à ça, pour éviter de faire des grosses pertes, c'est il va falloir apprendre à calculer son risque portefeuille, son risque position. Donc personnellement, pour les gens qui commencent les CFD, je préconise un risque portefeuille de 1%. C'est-à-dire que sur une position que vous allez ouvrir, quand vous allez placer votre stop, vous allez d'abord calculer votre stop et ensuite, en fonction du stop et donc du risque que vous allez courir, eh bien vous allez définir votre exposition. Alors, si on reste par exemple sur le setup du trading en tendance, on va repasser ici en 15 minutes. Voilà, on a eu un signal aujourd'hui, hein, puisqu'ici on était à la hausse donc à l'entrée de la séance, et puis on est venu ici, vous voyez marqué la bande de Bollinger, et on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que le signal a été très long, il a même encore duré, et vous voyez que le setup de prise de position en tendance aujourd'hui a encore été une fois efficace, et vous voyez qu'on est bien descendu entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Là on est sur une moyenne mobile 20 arithmétique, mais c'est quasiment la même. Vous voyez que ce setup a été efficace. Toutefois, lorsque l'on rentre ici, que l'on arrive sur cette zone ici où l'on est, alors on est approximativement à 3470, quelque chose comme ça, 3000, là on n'a pas la cotation, voilà, on est à 3468. Donc on rentre à 3468, on voit qu'on a un stop ici, une bande de Bollinger supérieure qui se trouve à 3476. Donc en général, ce que je vous conseille déjà, c'est quand vous calculez le stop, c'est prenez en compte le spread. Alors le spread, c'est l'écart qui est entre l'achat et la vente sur le sous-jacent que vous allez utiliser. Donc là, si on a un spread de 1,5 par exemple, ou autre, on prend par exemple 10 points. Si on met un stop à 10 points et que l'on a par exemple un capital de 1000 euros, on va s'autoriser une perte maximale de 1% de 1000 euros, à savoir 10 euros. Donc 10 euros pour un stop à 10 points, ben là le calcul est simple, ça va nous donner une exposition de 1 mini-lot. C'est-à-dire un mini-lot, c'est une exposition qui, en standard déviation, nous donne 1 euro du point. D'accord ? Donc là, si on prend une position ici avec un stop à 10 points, on ouvrira maximum sur cette position une position de 1 mini-lot. Alors un mini-lot pour 1000 euros, ça peut vous paraître faible, mais pensez vraiment qu'il faut protéger son capital. On a tous entendu des gens qui nous disent que des traders gagnent des fortunes. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous arrivez par an entre 10 et 20%, c'est que vous êtes vraiment très bon. D'accord ? Un trader professionnel qui travaille dans un établissement financier, quand il fait 20-30% tous les ans, c'est un excellent trader professionnel. D'accord ? Donc, il ne faut pas croire qu'on est tous potentiellement aussi bons que ces gens-là. Je veux dire, si ces gens-là, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Ce qu'il faut vous dire, c'est que déjà, pour ramener à ça, si vous faites 1% par mois, vous faites partie des 10% des investisseurs qui sont sur ce genre de produits dérivés, donc sur les marchés, qui gagnent de l'argent en bourse, surtout si ces gains sont récurrents. Donc il ne faut pas avoir des idées il ne faut pas avoir la folie des grandeurs quand on vient investir sur les marchés. Les marchés, c'est une école d'humilité. Si vous n'êtes pas humble, vous le deviendrez. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc sur ce genre de position, hein, où on prend ici position à la vente, on place un stop ici. Alors moi je place toujours légèrement au-dessus. Donc là par exemple on va placer un stop à 10 points ici. Donc on a dit 68, on place à 78 et on attend que ça déroule. Donc là on avait pris, en plus on a pu financer quasiment tout de suite. Donc là, sur ce genre de position, par exemple, quand vous financez une position, je rappelle, on verra pour les questions après, on coupe une moitié de sa position, d'accord ? C'est-à-dire que là, au premier contact de la bolle, on coupe la moitié. Donc là, on va dire, on était à
la moyenne mobile, la moyenne mobile, je la vois pas. Bon, on était à 68, je crois. Si on vient couper ici et que l'on est sur la bolle inférieure à 58, on va arrondir, on prend 10 points. Donc notre stop à 10 points, il est toujours bon, c'est-à-dire que si on coupe, si on prend notre bénéfice sur 10 points sur la moitié de la position, si l'autre moitié va faire moins 10, la position est financée. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est venu protéger sa position, on peut rouvrir une autre position. Vu que celle-là ne nous fait plus courir de risque au niveau du portefeuille, on va pouvoir ouvrir une autre position. Alors ça peut être sur autre chose, ça peut être sur le DAX, ça peut être sur le CAC, ça peut être un autre signal qu'on a vu, sachant que le risque ici, il est neutralisé sur cette première position. Donc ça, c'est vraiment important. Posez un stop, essayez de protéger vos positions le plus tôt possible sur vos trades, définissez-vous des objectifs et définissez toujours un stop. Définir un stop, je le rappelle, je l'ai dit déjà lors de mes précédentes interventions, c'est pas rapprocher son stop. Rapprocher son stop, vous n'augmentez que la probabilité qu'il soit déclenché. Et donc ce qu'il faut, c'est essayer d'éloigner son stop, essayer de se trouver. Alors il y a deux choses, il y a le stop, donc de la position où on évite la catastrophe, et ensuite il y a le point, ce qu'on appelle le point d'invalidation. Exemple, par exemple ici on met un stop un peu plus haut. Là, si les cours montent, qu'on vient toucher la bande de Bollinger et qu'on redescend, on n'a pas touché notre stop, mais on sait que le scénario initial n'est plus bon, puisqu'on n'est plus sur une phase baissière. Donc quand on va descendre ici et qu'on va revenir sur notre point d'entrée, on va sortir, on ne va pas attendre que le stop soit déclenché, on va protéger notre trade, sachant que sur le premier scénario qu'on s'était donné, à savoir ici une explosion baissière, bon là ça s'est passé aujourd'hui, mais ça aurait pu se passer autrement. À partir du moment où on a un point d'invalidation, alors le point d'invalidation ça peut être une bande de Bollinger, ça peut être, si on prend la loi de Dow, eh bien le plus haut de telle zone a été dépassé, etc. Il peut y en avoir plein. On a un stop pour éviter la catastrophe, pour éviter la perte trop importante, mais quand on a invalidé notre position, on essaye tout de suite de rechercher un point de sortie. On n'essaye pas de se dire, bon bah allez, tiens, je transforme cette position qui était court terme en position swing, ou alors je vais la hedger, ou alors... Non, ça on ne fait pas ça. À partir du moment où on a un scénario de base, on se tient à son scénario de base. Quand le scénario de base est invalidé, on sort, on essaye de trouver un bon point de sortie, on protège ses trades. D'accord ? Ensuite, deuxième chose, pour ceux qui font de la couverture, après on fera des questions-réponses, pour ceux qui veulent avoir de plus d'informations. Une fois qu'on a défini son stop, et une fois que on se rend compte qu'on se trompe, que le trade part dans le mauvais sens, on ne va pas hedger, c'est-à-dire on ne va pas couvrir une position perdante. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une position qui part dans le mauvais sens, vous la couvrez, c'est-à-dire là vous êtes à la vente, vous dites oh là là ça commence à perdre, je rachète un petit peu pour neutraliser l'exposition de la position. Qu'est-ce qui va se passer si ça se retourne? Eh bien vous êtes en moins-value quand vous couvrez, vous resterez en moins-value puisque votre couverture va vous empêcher de prendre la performance positive qui vous aurait permis de revenir ici sortir avec une position, je dirais neutre, voire légèrement gagnante ou même légèrement perdante. Donc on calcule son risque position, mais quand le trade il part dans le mauvais sens, on n'y touche pas. C'est-à-dire on a calculé notre risque position, si on va se stopper, eh bien on laisse le stop faire. Par contre, si on s'invalide et qu'on revient, là on peut sortir ou alors on peut faire autre chose. Par contre, si on gagne, effectivement, on peut couvrir la position pour, par contre, figer la performance et rester en plus-value, ou alors on peut avoir recours à d'autres techniques comme la vente partielle, ou alors sur un certain retour, on peut pyramider. Vous voyez qu'ici, le setup que je vous avais donné, donc où on prend la tendance, donc là on a neutralisé très vite, on ne revient jamais toucher le stop, là on a un point de pyramidage qu'on peut prendre ici, on est loin de notre point d'entrée, on peut pyramider, augmenter notre position, on calcule notre stop en conséquence pour rester sur une sortie neutre. C'est important quand on pyramide que le premier pyramidage, on place un stop sur un prix qui nous fait sortir neutre sur la totalité de la position, et ensuite on peut voir venir, bon là on a eu de la chance, le CAC est bien descendu, on est venu toucher des plus bas ici sous 3380. Bon, c'est là, voilà, c'est tout à fait le setup que je vous avais donné, et vous voyez qu'en appliquant un money management, on peut suivre ici la tendance en ayant protégé son trade dès le début, c'est-à-dire que là, le risque position, je vous rappelle, il était de 10 points avec une exposition de
un mini-lot, ça fait 10 euros, hein, puisqu'on a un capital de 1000 euros. Ici, si on a pris 10 points là, et puis qu'on a vendu la moitié de sa position ici, donc là on est plus que demi-exposé, mais même demi-exposé avec un point d'entrée ici sur 68, et si on a la chance de venir toucher ici les 78 pour faire un compte rond, on est à 90 points, on n'a qu'une demi-exposition, ça nous fait quand même 45 points, avec un risque de 10 points à la base, c'est quand même un bon taux de réussite, et donc voilà, c'est vrai qu'on prend 45 euros là-dessus, alors qu'on aurait pu en perdre 10. La balance est quand même positive, mais il faut y aller petit à petit. 45 euros sur 1000 euros, ça fait tout de suite 4,5%. C'est énorme. Si vous le placez sur un livret A à la fin de l'année, vous aurez même pas cette somme-là. Il faut bien remettre les choses en place quand on est sur les marchés. Donc voilà, au niveau de l'exposition, ça c'est le défaut le plus souvent rencontré, hein, sur le trader particulier, c'est donc être trop exposé. Alors là, on a donné par exemple le cas sur le CAC 40. Si vous allez sur le DAX, ce qu'il faut savoir, c'est que le DAX, déjà, le lot standard, le lot standard en lot futur, il est à 25 euros du point. Et le DAX, il est en gros 2 fois plus volatile que le CAC, hein, puisqu'on est en ce moment à 3000. On est en ce moment à 3004, on est à 6009, il me semble de mémoire, sur le DAX. Donc vous avez une volatilité qui est 2 fois plus grande, hein. 1% de DAX, ça va vous donner une déviation en points qui sera 2 fois supérieure, et donc en CFD on est bien en déviation point. Et si vous avez un point qui est 2,5 fois plus cher avec une volatilité 2 fois plus grande, c'est-à-dire que vous êtes 5 fois plus exposé si vous prenez du DAX par rapport au fait si vous preniez du CAC. Donc si vous prenez du DAX, il va falloir calculer votre niveau de stop, mais en tenant compte de la valeur du point. Ça, faut bien faire attention à ça. Idem si vous prenez l'euro-dollar, idem si vous prenez une action, etc. Il faut définir toujours son risque portefeuille et donc son risque position. Ça, c'est vraiment très important. Si vous définissez un risque de 1%, pour perdre votre capital, il faudra que vous ayez 100 pertes consécutives. Je pense que la plupart d'entre vous, avant de faire 100 pertes consécutives, vous vous poserez la question de savoir est-ce que votre approche est vraiment cohérente ou pas. Voilà, donc ça c'est la première chose, parce que c'est le plus gros défaut que l'on rencontre. Donc exposition, ne pas trop exposer son portefeuille. Deuxième chose, lorsque l'on a une perte, si on ne trouve pas de point de sortie, comme je vous l'ai indiqué par exemple après le point d'invalidation, on laisse faire le stop, on ne va pas couvrir une position qui perd puisque ça sera très dur à revenir. On prend sa perte et on passe à autre chose. Si on invalide, on essaye de sortir quasiment neutre, voire légèrement gagnant, légèrement perdant, c'est pas grave. Perdre 1 ou 2 euros sur une position avec un stop à 10 par exemple, ça fait une perte de 0,1%. C'est tout à fait gérable. Laisser courir une position perdante ou même la moyenner, alors là c'est encore pire. La chose à ne pas faire, c'est de moyenner. Vous avez des pertes des fois qui sont beaucoup plus grandes. Et donc, essayez de faire ça. La dernière chose, pour ceux, qui ont une vue un peu plus avancée, vous pouvez partir sur des demi-expositions. Une fois que vous avez défini votre exposition type, vous pouvez partir sur une demi-exposition et de faire des entrées ou des sorties qui sont fractionnées. Pourquoi? Imaginez-vous là, tout simplement, vous voulez rentrer ici à la baisse, on va partir toujours sur le même exemple. Là, vous rentrez ici et vous prenez qu'une demi-position. Alors, on va partir sur un capital de 10 000 euros, qui est, à mon avis, un capital correct pour débuter en bourse. Ici, on rentre donc sur un lot standard en exposition normale. Et là, si on se dit, je suis pas sûr de moi, on va se donner l'occasion de se dire, je vais rentrer sur une demi-position. Rentrer sur une demi-position, si ça part dans le mauvais sens, en renforçant sur un prix meilleur, c'est pas moyenner à la baisse, puisque on a notre exposition qui est calculée à la base, qui est d'un lot standard, on ne prend que la moitié, en se donnant la possibilité d'améliorer notre point d'entrée. Ça, c'est très important. Moyenner à la baisse, c'est avoir sa position, son exposition type, et en rajouter parce que ça part dans le mauvais sens, d'accord? Si on prend une demi-position dès le départ et qu'on reprend le reste de la demi-position, par exemple sur un autre contact, parce qu'on est persuadé que ça va baisser,
on calcule donc pardon, on calcule donc notre point d'entrée moyen, on calcule notre position portefeuille et ensuite on applique un stop à la position globale. Ça c'est très important. Le risque portefeuille est le même. On a simplement essayé de moyenner son point d'entrée en essayant de trouver un point d'entrée je dirais plus intéressant que s'il avait été fait en une seule fois. Et idem pour la sortie, je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le financement du stop, qui est une technique que j'utilise très, très souvent. On peut sortir en deux fois. Donc sortir ici par exemple sur un contact de la bolle inférieure et puis avec la moitié de la position essayer de capter l'intégralité de la tendance en sachant qu'on ne court plus aucun risque puisque le fait d'être sorti sur une demi-position nous permet de ne pas faire courir de risque à l'intégralité de la position. Voilà, c'est une séance qui est très courte. Je vous ai présenté les mécanismes les plus simples pour essayer de protéger vos positions et surtout votre portefeuille. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Donc là, toutes les questions seront visibles par tout le monde. Je vais lire, je ne sais pas si tout le monde voit les questions qui sont posées par les autres. Je vais essayer de synthétiser un petit peu les questions qui sont posées en y répondant une par une ou par groupe si c'est le cas. Alors, pour le stop, j'ai une question donc de Thierry. Pour le stop, faut-il le mettre à la bande de Bollinger? Alors, le stop à la bande de Bollinger, ça correspond à une approche que j'essaie d'expliquer, qui est relativement simple, avec des indicateurs relativement simples. Et donc, dans cette approche-là, effectivement, on met le stop au-delà de la bande de Bollinger. Alors, sur le setup, moi j'avais dit qu'on le mettait quasiment au-dessus. Moi, j'essaye de le mettre au-delà, parce que j'aime bien laisser respirer mon trade. Alors, je préfère personnellement éloigner mon stop et baisser mon exposition. Ça c'est important, c'est un principe de base. Voilà, je préfère laisser le trade respirer. C'est vraiment une image que j'aime. Je veux dire, un trade c'est une oscillation. Bon là, on a une séance aujourd'hui où on n'a pas eu beaucoup d'oscillations, mais si on va sur des phases un peu plus on peut plus reculer. On va peut-être passer en une heure, on devrait avoir quelque chose de bien, voilà. Voilà, pour moi le trading c'est ça, c'est-à-dire c'est rarement là vous voyez on a une belle tendance baissière telle qu'on l'avait décrit dans le setup, avec un beau signal qui a été gagné pas mal. Là on a un signal aussi encore, on a un signal baissier, mais au niveau de ces signaux, on a des oscillations. Et le fait de venir serrer trop ces stops, on s'empêche de prendre en fait les mouvements, et donc une petite oscillation, des fois un bruit du marché, peut nous sortir, alors que sur le fond, voilà, on avait raison. Donc il faut faire très attention à ça, serrer son stop. C'est pas toujours une bonne solution. Je sais qu'on le voit beaucoup sur beaucoup de forums, sur beaucoup de chats, y compris sur le mien, même si j'essaye d'intervenir quand des gens le font en disant que c'est pas forcément une bonne solution. Ne serrez pas trop vos stops, baissez plutôt votre exposition et vous verrez que vous trouverez beaucoup plus de points de sortie qui vous seront favorables et qui vous permettront d'améliorer vos résultats. Voilà, donc le stop. Là, sur cette approche, effectivement, il était placé sur la bande de Bollinger, mais essayez de vraiment laisser la place. Ça peut être la bande de Bollinger, ça peut être le précédent. Là, par exemple, si je veux prendre une position haussière, c'est le précédent plus bas, mais avec une marge de manœuvre. Puisque vous voyez que s'il est cassé, il va être cassé là, donc ça va. Si on prend par exemple ce stop, si on le serre trop, on va se faire sortir là, ou par là par exemple, alors qu'on aurait pu trouver, en laissant respirer, un mouvement plus favorable. Bon là on est remonté quasiment au même niveau, mais il y a des fois où quand on est en phase de range, on arrive à trouver des sorties beaucoup plus intéressantes une fois qu'on se rend compte que notre point d'invalidation a été touché. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau des stops. Et il n'y a pas plus de questions, donc vous pouvez poser des questions si vous voulez. Je les attends. Pour l'instant, pas de questions supplémentaires. Est-ce que ça veut dire que j'ai été assez clair, ou est-ce que vous êtes trop timide? Je sais pas. Alors bon, en attendant que les questions arrivent,
L'exposition que je vous ai donnée, c'est une exposition type, hein, c'est-à-dire si vous faites en général de l'intraday, l'exposition type, moi je conseille pour 1000 euros de capital un mini lot. Alors oui, pour que les questions soient visibles par tout le monde, quand vous posez votre question, vous avez envoyé et vous avez vous avez tous les participants ou sélectionner un invité ou l'organisateur. En général, tout le monde est réglé sur l'organisateur. Donc quand vous posez une question, vous allez d'abord sélectionner tous les participants. Voilà. Ça c'est important pour que les autres en fait voient vos questions et que je ne sois pas le seul à avoir la question en fait parce que ça correspond à une question privée. Alors, je vais faire un point sur les questions. Le canal de régression linéaire peut-il servir pour placer les stops? Alors moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, le canal de régression linéaire. Moi, je donne je donne les bandes de Bollinger parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Il y a d'autres systèmes de stop. Moi, j'utilise beaucoup les stops en fonction du point d'entrée, c'est-à-dire moi, je fonctionne beaucoup par backtest, hein, donc en fait mes stops sont en général calculés en fonction des optimisations que j'ai trouvées. Chacun voit au niveau je dirais que euh, tant qu'un stop n'est pas trop proche, je dirais pourquoi pas un canal de régression linéaire. Moi je vous dis c'est quelque chose que je n'utilise pas, donc là je peux pas répondre à ça, mais il faut vraiment qu'il soit pas il faut à la limite je pense qu'un canal de régression donnera plus, en plus c'est quelque chose qui bouge en fonction des cours, donc c'est pas forcément évident, c'est-à-dire c'est pas figé. Je ne sais pas si c'est très très cohérent de placer un stop sur un canal de régression, mais comme je vous dis, comme je vous dis, je l'utilise pas, donc je n'ai pas assez de pratique sur cet outil pour vous donner vraiment une réponse tranchée. Alors, je continue avec les questions. Alors, la configuration actuelle du CAC, on en parlera à la fin si vous voulez. D'accord. Alors, oui, Michel vous avez fait un niveau 2 de la stratégie que j'avais synthétisé lors du premier séminaire, du premier webinaire aussi. Et donc, par contre, Michel a eu le mérite de vous donner effectivement beaucoup plus d'exemples pratiques. Donc, une question de David Gouris, tu ne pyramides pas. Si, ça m'arrive de pyramider. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, pyramider, c'est bien, mais on ne touche pas une position qui perd. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire sur une position qui gagne. Pyramider une position qui gagne, ça fait courir le risque, si on pyramide correctement, par contre, de voir s'évaporer une potentielle plus-value. Ça, c'est le risque du pyramidage, hein. La technique parfaite n'existe pas. Le risque du pyramidage, c'est d'avoir une plus-value, pyramider, calculer son risque position, et en fait, si on vient déclencher ce risque, on se retrouve avec une PV qui est nulle, et donc c'est très frustrant, c'est une affaire d'ego aussi, la bourse et les marchés financiers. Ça fait très mal à l'ego d'avoir une position gagnante qui se transforme en gain nul. Alors il faut le savoir, c'est le risque. Essayez dans ce cas-là, si vous pyramidez, alors déjà il ne faut pas le faire trop tôt, puisque pyramider trop tôt, ça revient en fait à augmenter sa position avant même qu'on ait une assez grosse plus-value. Et ça peut là quasiment faire passer dans le négatif. Donc quand on pyramide, il faut vraiment avoir une plus-value assez conséquente. Et moi, ce que je conseille, pyramider d'accord, mais dans ce cas-là, vous placez un stop qui vous laisse quand même une légère plus-value. Ça sera toujours frustrant parce que la plus-value sera moindre que si vous aviez vendu au lieu de pyramider, mais ça vous permettra de toujours garder un petit quelque chose et préserver un petit peu le mental. Faut pas trop négliger l'aspect mental dans le trading. C'est plus de 50% hein, de l'aspect du trading. Il faut vraiment essayer de ne pas trader déjà dans la pression. C'est pour ça que je vous indique des positions plutôt faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la performance est en général inversement proportionnelle au stress que l'on subit sur ces positions de trading. Combien d'entre vous m'ont dit que lorsqu'ils avaient des comptes démo, ça se passait très bien, mais que dès qu'ils sont passés en réel, c'était la catastrophe.
Eh bien, c'est tout simplement la différence, elle est là, c'est que c'est quand vous êtes sur un compte virtuel, ben, il y a aucune pression puisque c'est quasiment un jeu. Et puis, quand vous êtes sur compte réel, ben là, c'est votre argent. Il y a le psy qui rentre en ligne de compte et, comme disent certains, votre pire ennemi, c'est vous. Et ça se révèle parfois vrai hein, pour beaucoup d'entre vous. Et donc, pour justement essayer de limiter votre impact psychologique, restez sur des petites positions. Vous verrez que si vous avez un compte de 10 000 euros et que vous jouez avec un lot standard c'est déjà beaucoup, hein, c'est 10 euros du point. Eh bien, quand vous allez gagner 10, 100, 150 euros, bon, c'est pas grand-chose. Avec 10 000 euros, vous avez l'impression que vous allez mettre des années à gagner beaucoup d'argent, mais c'est déjà pas mal. Et à force d'empiler des petites performances, on dit que les petites rivières font les grands fleuves, hein, donc il faut vraiment pas négliger ça. Et puis vous verrez aussi que des fois vous ferez des pertes et des fois quelques grosses pertes et que ça c'est très difficile hein, d'enchaîner énormément de trades gagnants. Donc faites attention à ça et vraiment réduisez la taille de vos positions. Ce que je lis tous les jours, en général les gens se surexposent et ne sont pas assez capitalisés pour les positions qu'ils émettent. Alors, donc, quelle serait une bonne taille de position sur le CAC pour un capital initial de 2 000 à 10 000 euros? Ça, je viens d'y répondre. Commencez, donc pour ceux qui font de l'intraday, commencez par un capital, si vous avez 10 000 euros, l'exposition maximum c'est le lot standard, donc à 10 euros du point. Ça, si je dirais que c'est pour de l'intraday. Mais si par exemple vous faites du swing et puis que vous avez des positions qui peuvent aller sur 2-3 mois, le ratio peut être différent puisque déjà vous allez ouvrir beaucoup moins de positions, donc le risque portefeuille, si vous avez un risque portefeuille par exemple de 2-3%, mais qui court sur 2 ou 3 semaines, c'est différent qu'un risque de 1% qui court sur 10 minutes. Donc ça, c'est à vous de faire votre calcul et votre aversion au risque. Si vous avez 2-3% de risque portefeuille mais sur une position swing, dans ce cas-là, en fonction de votre capital, effectivement, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer. Il faut vraiment il faut quantifier votre perte maximum, voir votre niveau de stop et en fonction de ça, vous dites voilà, sur cette position, combien je suis prêt à perdre. C'est la réflexion inverse de ce que beaucoup font, c'est-à-dire il ne faut pas regarder ce qu'on va gagner. Il faut se dire qu'est-ce que je suis prêt à perdre. Il faut toujours partir dans le scénario du pire, à dire qu'est-ce que je peux perdre là-dessus, qu'est-ce que je suis capable de perdre là-dessus sans que ça m'empêche de dormir la nuit. À partir de ce moment-là, on calcule en fonction du niveau de stop que l'on a défini techniquement. C'est pas notre money management qui définit le niveau de stop. On définit le niveau de stop techniquement en fonction du scénario qu'on a trouvé et ensuite en fonction de ce stop, en fonction de notre capital, on en déduit l'exposition. Ça c'est vraiment ça c'est vraiment très important. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Donc merci pour l'éclairage avec d'autres mots par Michel de la même stratégie. Donc effectivement ça j'ai répondu aussi. Pas d'autres questions a priori. Nous arrivons quasiment au terme de cette formation. Donc on me pose des questions sur la possible évolution du CAC 40. Bon, je veux bien vous répondre en 2 mots. Je fais des analyses tous les jours, mais je veux bien en rajouter un petit peu. Donc là, par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure sur ma vidéo, je trouve plus le zoom. Voilà, il est là. Il était caché derrière. Voilà. On avait ici un plus bas qui a été marqué aux environs des 3370. On avait un support intermédiaire ici qui semblait assez solide, qui correspondait à un ancien gap journalier. Il a été cassé après la clôture, donc là pour l'instant on s'enfonce. On est revenu ici sur la zone des 70. Par rapport à ce qui s'est passé précédemment, là si on est sur ce support et qu'on casse, on va continuer à descendre. Là, c'est tout simplement, on enchaîne des plus bas de plus en plus bas. Les plus hauts sont aussi de plus en plus bas. Et d'un point de vue, d'un point de vue chartiste, on risque de partir plus bas. Et puis pour pour la vue hebdomadaire, donc j'avais montré aussi ça vendredi. On a une configuration au niveau de la vue hebdomadaire, donc là c'est pas la plateforme qui me sert à faire les analyses que je fais tous les jours, mais en gros on a un support ici qui monte, qui est cassé là, on le retrouve ici comme une résistance, et là on s'écarte.
Donc là, c'est une configuration du point de vue moyen terme qui est plutôt assez baissière et donc qui peut attendre une continuité ici de la petite consolidation que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, on a une phase ici de support qui correspond à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous voyez que si on casse ici cette zone de support, eh bien on peut revenir assez facilement sur des zones 3100, 3000 en plusieurs semaines bien sûr, mais c'est une zone qui n'est pas du tout impossible prochainement, hein, donc d'un point de vue moyen terme. Donc voilà pour ceux qui me demandaient un petit peu mon opinion sur le CAC. Alors je précise que c'est une opinion technique, hein. Moi je suis analyste chartiste. Si vous voulez des avis plus fondamentaux, là il faut vraiment vous rapprocher d'un économiste ou de quelqu'un dont c'est le métier. Moi ce n'est pas le mien, j'en reste à mon approche, hein, qui est chartiste. Donc voilà, en gros, vite fait, hein, c'est des choses que j'ai essayé de vous résumer pour vous donner le maximum d'informations. Donc ceux qui veulent échanger et participer sur le site boursicoté.com, eh bien vous êtes les bienvenus, hein, le chat est en accès libre et gratuit. Et puis bien pour ceux qui veulent un supplément d'informations, donc il y a des formations personnelles qui sont possibles et donc des conseils qui peuvent être personnalisés et donc en cours particulier. Voilà, donc ça c'était donc dans le cadre du partenariat avec CMC Markets pour les nouveaux clients et donc les clients existants. Aujourd'hui nous sommes donc sur le premier webinaire donc qui est gratuit pour vous. Donc on a parlé un petit peu des bases du money management. La semaine prochaine, donc mardi prochain à la même heure, j'essaierai de vous parler des différentes approches stratégiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de réaliser des trades gagnants. Donc je ne vais pas trop revenir sur le trade en tendance qui a déjà été décliné en séminaire, webinaire, que les gens peuvent venir regarder en différé sur le site boursicoté.com. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais plutôt vous montrer comment jouer les retracements, les cassures, ce genre de choses-là. Des techniques, je dirais, relativement simples, hein, pour essayer de commencer, je dirais, avec des premiers trades et donc intervenir sur les marchés avec le plus de réussite possible. Donc à confirmer, mais le prochain webinaire, donc ça sera mardi prochain à 21h. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a d'autres questions, oui. Alors, lors du précédent webinaire, tu as fait la différence entre risque portefeuille et risque position. Peux-tu y revenir? Le risque portefeuille, c'est le risque que votre position va faire courir à la totalité de votre portefeuille. Si vous avez une position de 1000 euros et que votre portefeuille fait 10 000, si vous avez un risque position de 5%, le risque portefeuille sera de 0,5%. Le risque portefeuille sera l'ensemble des risques positions qui seront additionnés. C'est-à-dire si vous avez 5-6 positions, le risque portefeuille sera le scénario du pire, à savoir si toutes les positions sont perdantes, qu'est-ce que je perds sur mon portefeuille. Hein, c'est la différence. Le risque position, c'est le risque encouru sur une position. Le risque portefeuille, c'est si toutes les positions que j'ai terminent mal, hein, terminent en déclenchant leur stop, qu'est-ce que je risque comme perte sur mon portefeuille. Voilà la différence. L'enregistrement, alors est-ce possible d'avoir l'enregistrement du webinaire? Oui, le webinaire est enregistré et donc il sera proposé à la diffusion en streaming donc sur le site boursicoté.com et sur le site de CMC Market, je pense. En tout cas, ça sera mis sur mon compte YouTube et je pense que le lien d'intégration pourrait être placé sans problème sur le site CMC Market. Voilà, donc a priori plus d'autres questions pour le moment, sauf si question de dernière minute. J'espère que sinon ce mini webinaire de coaching vous a plu. Et puis pour ceux qui connaissent le site, je vous retrouve sur les prochaines vidéos ou donc sur le chat. Et
sinon, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et donc à la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Donc pas de questions a priori. Merci donc à tous pour votre attention et à bientôt.